Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game Summer, on regarde ensemble le jeu Le Parrain, l'Empire de Corleone. Ça a été publié en 2017 par la compagnie Simon. C'est un jeu qui vient de l'auteur Eric Lang. Le jeu se joue de 2 à 5 joueurs et les parties vont durer de 60 à 90 minutes. Et parfois plus autour de 2 heures. C'est un jeu où le but va être de devenir la famille de mafieux la plus riche. Donc à la fin de la partie, celui qui a le plus d'argent va l'emporter. C'est un jeu principalement de placement d'ouvriers, où on va aller placer nos ouvriers sur le plateau pour aller chercher des ressources et des marchandises illégales, pour faire des missions qui vont donner de l'argent et certains bénéfices pendant la partie. On va aussi avoir un aspect contrôle de territoire, où on va se disputer l'influence des différents quartiers de la ville de New York dans les années 50. Donc dans les années où se passent les événements du film Le Parrain. On va avoir gagné des privilèges pour les majorités dans la partie et à la fin, ça va donner des bonus de points à ceux qui ont le plus d'influence dans les quartiers. On va aussi avoir une petite phase d'enchère pour acquérir des alliés pendant la partie qui vont nous conférer des petites habiletés uniques. Alors plein de petites choses qui sont mélangées ensemble dans Le Parrain, l'Empire de Corleone. Je vous montre comment ça joue, puis ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va faire un placement pour une partie à 4 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau au milieu de la table qui représente la ville de New York. La ville de New York est divisée en 7 quartiers qui sont identifiés avec les chiffres et les différents noms des quartiers de la vraie ville de New York. On va prendre le jeton qui représente le parrain, on va le placer ici sur la piste d'actes. Donc il va y avoir 4 rondes de jeu pendant la partie, 4 actes, et on va pouvoir tenir le compte avec le jeton du parrain. On va placer le jeton de l'auto de police sur la piste de phase pour pouvoir aller phase après phase à chacune des actes. On va former des réserves avec les différentes cartes. On a d'abord les cartes des différentes ressources qu'on utilise pendant la partie, donc les bouteilles d'alcool, l'argent sale, les mitraillettes et la drogue qui va compter comme des jokers. On a les cartes qui représentent l'argent dans le jeu, donc on a les cartes de valeur 1$, 2$, 3$ et 5$. On va faire une pioche avec les cartes de mission, on va les mélanger et ensuite on va en révéler un certain nombre de faces visibles sur le côté du plateau selon le nombre de joueurs. Donc ici à 4 joueurs, on va en révéler dans les 3 premiers emplacements. Donc on va révéler des missions qui seront publiques et que tous les joueurs pourront essayer de faire. On va séparer les tuiles de commerce selon leur couleur. On va faire une pioche pour les tuiles de commerce bleues, une pioche pour les tuiles de commerce rouges. On va prendre la première tuile de commerce bleue, on va la révéler et on va la placer dans le quartier numéro 1, dans le quartier Wall Street, dans un emplacement libre. On va prendre les cartes d'alliés qui est écrit acte 1, donc on en a plusieurs, on va les prendre, on va les mélanger et on va en placer un certain nombre dans le bas du plateau selon le nombre de joueurs. Donc ici à 4 joueurs, on va remplir les 3 premiers emplacements avec des alliés face visibles. Les autres alliés de l'acte 1 seront retirés de la partie et on va placer les 3 figurines d'alliés neutres sur le côté du plateau. Chaque joueur va prendre à sa couleur sa petite mallette métallique dans laquelle on va sécuriser notre argent tout au long de la partie. On va aussi prendre nos 9 jetons de contrôle, ainsi que les figurines à notre couleur. On va prendre 2 figurines d'hommes de main qui ont des bases carrées, et on va prendre 3 figurines qui représentent les membres de notre famille avec des bases rondes. On va garder une des figurines de notre famille, et on va prendre les 2 autres. Et on va en placer une à côté du plateau vis-à-vis l'acte 2 et une autre vis-à-vis l'acte 4. On va gagner ces figurines-là lorsqu'on va débuter l'acte 2 et on va gagner les figurines ici lorsqu'on va débuter l'acte 4. Chaque joueur recevra aussi une carte de valeur 3$, une de valeur 2$ et une de valeur 1$. Et chacun des joueurs va piocher dans la pioche de cartes mission 2 cartes mission au hasard. Et ces 5 cartes vont constituer sa main de départ qu'il va garder face cachée de ses adversaires. Finalement, on va donner le jeton premier joueur, qui est le petit jeton avec la tête de cheval, au dernier joueur qui a écouté le film Le Parrain.
Chacun des 4 actes va être découpé en 5 phases qu'on peut retrouver sur la piste de phase où on a notre auto de police. À chaque fois qu'on va terminer une phase, on va avancer l'auto de police pour passer à la prochaine phase et ainsi de suite pour être sûr de sauter aucune étape pendant l'acte. La première phase va être toujours la phase de construction dans laquelle on va ajouter un nouveau commerce dans un des quartiers du plateau. Ensuite, on va avoir la phase des affaires de famille. C'est dans cette phase que les joueurs vont placer leurs différents ouvriers sur le plateau pour aller effectuer les différentes actions sur les commerces. On va ensuite passer à la guerre de territoire pour se disputer l'influence et le contrôle des différents quartiers de la ville de New York. Par la suite, on va passer à la phase dépôt de vin dans laquelle on va essayer d'acheter les faveurs de différents alliés. Et finalement, on va avoir la phase où on va aller faire des dons de nos profits aux parrains. Alors, la première phase qui est la phase de construction dans laquelle un nouveau commerce va ouvrir ses portes dans la ville de New York. Pour les actes 1 et 2, on va piocher des tuiles bleues et pour les actes 3 et 4, on va piocher des tuiles rouges. Donc, on va piocher la première tuile bleue et on va la placer dans le quartier où il y a une place disponible, le quartier qui est le plus bas en chiffres. Donc, j'ai plus de place dans le quartier numéro 1, je m'en vais dans le quartier 2 qui est Brooklyn et je vais placer ma tuile de commerce sur l'emplacement libre. La deuxième phase de jeu, qui est la phase des affaires de famille, c'est là que les joueurs vont pouvoir aller jouer leurs figurines sur le plateau, les placer sur les différents emplacements pour faire les actions. Dans cette phase, les joueurs vont jouer à tour de rôle et ils vont devoir choisir une des 4 actions possibles à leur tour de jeu. Les joueurs n'ont pas le droit de passer leur tour et lorsqu'ils ont terminé de jouer, on doit attendre que tous les autres joueurs aient terminé de jouer pour mettre fin à cette phase. Tout d'abord, un joueur peut décider de jouer un de ses hommes de main. Il va venir le placer sur une des tuiles commerce libres, sur un des emplacements carrés qu'on retrouve sur le devant des commerces. Lorsqu'il va placer son homme de main, il va gagner le bénéfice qui est à gauche. Donc ici, le joueur gagnerait une carte 1$ et il gagnerait une carte d'alcool qu'il va ajouter tout simplement à sa main. Dans les actes 2, 3 et 4, il va avoir des jetons de contrôle sur les différents quartiers de la ville. Donc ici, si le joueur rouge est en contrôle du quartier de Wall Street et qu'un de ses adversaires vient faire une action avec un de ses hommes de main, le joueur mauve va faire son action, gagner 1$ et une bouteille d'alcool, mais le joueur rouge qui est propriétaire du quartier va aussi pouvoir faire la même action gratuitement. On peut placer un homme de main ici pour aller chercher des cartes de mission. Donc on va piocher 2 cartes de mission et on va en conserver une. On va défausser la deuxième. On peut placer un homme de main ici pour gagner une ressource de mitraillette. Et si on prend l'action ici avec l'icône du coffre, on peut aller prendre une de nos cartes d'argent de notre main, la montrer face visible à nos adversaires et par la suite on peut la déposer dans notre mallette en sécurité. On peut faire une action ici pour gagner une ressource d'argent sale. Et on peut envoyer un de nos hommes de main ici pour défausser n'importe quelle carte de notre main et prendre une carte de 5$ qu'on va ajouter à notre main. L'action ici me permet de prendre une ressource d'alcool. Et cette action-là me permet de prendre le jeton premier joueur en plus de gagner une carte de 1$. La dernière action de base qui est ici me permet de défausser n'importe quelle des 2 cartes que j'ai en main. Je peux les choisir et de prendre une carte de 5$ que je vais ajouter à ma main. Il est à noter qu'on ne peut jamais faire de change pour nos cartes d'argent. Donc si le lieu me donne une carte de 5$, je suis obligé de prendre un 5$. Je peux pas prendre un 3 et un 2. Et je ne peux pas échanger l'argent que j'ai dans mes mains pour prendre un 5$. Donc je ne pourrais pas échanger un 2 et un 3 pour prendre un 5. Donc on est pris avec les cartes qu'on obtient. La deuxième chose qu'on peut jouer à notre tour de jeu, c'est de jouer un des membres de notre famille, qui sont les figurines avec les bases rondes. On peut les jouer sur les emplacements qui sont aux intersections des quartiers, soit à l'intersection de 2 quartiers ou des fois à l'intersection de 3 quartiers. Si je place la figurine là dans un emplacement libre toujours, je vais activer les actions qui sont derrière tous les commerces des quartiers sur lesquels je suis adjacent. Donc ici, sur cet emplacement, je touche à 3 quartiers, à Chelsea, à Midtown et à Wall Street. Je vais activer tous les lieux de ces quartiers-là, mais je vais activer l'action de derrière. Donc si je gagnerais une ressource d'alcool, ici je gagnerais une mission. Donc j'en piocherais 2, j'en garderais une. Je pourrais placer une carte d'argent dans mon coffre et je gagnerais une ressource de mitraillette. Je ferais ces 4 actions-là en mettant seulement un personnage.
Lorsque tous nos personnages sont sur le plateau, donc ici mes 2 hommes de main et le membre de ma famille, qui sont mes 3 figurines dans l'acte 1, on ne peut plus faire d'autres actions quand ça va venir à notre tour de jeu, donc on va devoir sauter notre tour de jeu jusqu'à la fin de cette phase. C'est pour ça que c'est important, avant de placer notre 3e personnage, peut-être de faire différentes actions, comme compléter des missions ou aller jouer des cartes d'alliés. Parce que lorsque nos personnages sont tous sur le plateau, on a terminé de jouer dans la phase des affaires de famille. La 3e chose qu'on peut faire, c'est de compléter des cartes missions qui sont dans notre main ou compléter une des missions publiques qui est autour du plateau. Pour compléter une mission, on doit jouer les cartes ressources demandées qui sont indiquées sur la gauche. Donc pour faire cette mission, j'aurai besoin d'une ressource de mitraillette. Donc je vais défausser une ressource de mitraillette de ma main pour compléter ma mission. On va effectuer l'action de notre mission, qu'on va aller voir tout à l'heure les différents effets des différents types de missions. Et par la suite, on va aussi gagner de l'argent pour avoir fait une mission. Donc ici, je gagnerai une carte de 3$ que je vais ajouter à ma main. Lorsque ma mission est terminée, on va aller la placer à l'intérieur de notre mallette. Et à la fin de la partie, on pourra gagner des bonus de points pour les majorités dans les différentes couleurs de mission. Si je décide de faire une des 3 missions publiques, je vais tout simplement défausser les ressources de ma main. Donc ici, ça me prend une ressource de chaque, une bouteille d'alcool, une ressource d'argent sale et une ressource de mitraillette. On a aussi une 4e ressource qui est la drogue, qui est dans le fait un joker, donc il peut remplacer n'importe quelle des 3 ressources. Donc je pourrais décider de conserver celui-ci et de jouer ces 3-là pour aller faire ensuite la mission qui est ici. Je vais activer l'effet de la mission et je vais en gagner un 5$ que je vais ajouter dans ma main et la mission va s'en aller dans ma mallette. On ne remplacera pas les missions qui sont faites, elles vont se remplir automatiquement là, à la fin de l'acte. Regardons les effets des différentes missions. Donc on ne peut pas refuser. Ça va coûter une bouteille d'alcool. Donc, tous les joueurs vont défausser une carte et on va pouvoir placer une des cartes défaussées dans notre mallette, en plus de faire 3$. On a ici le Random Deal qui va nous coûter 2 bouteilles d'alcool. On peut montrer jusqu'à 3 cartes d'argent à nos adversaires. On peut les placer toutes les 3 dans notre mallette. Et on va faire ensuite 2 cartes de 2$. Et extorsion, donc ça va coûter 3 bouteilles d'alcool. Un joueur qu'on va désigner devra nous donner 3 cartes d'argent qu'il a dans sa mallette selon son choix. Et en plus de ça, on va gagner 2 cartes de 3$. Pour les missions vertes, donc on a la mission Muscle Out qui va coûter un argent sale. On va pouvoir déplacer n'importe quelle figurine du plateau. Elle ne fera pas la nouvelle action où on va l'envoyer et ça va nous donner 3$. On a Muscle In qui va nous permettre de reprendre une des figurines qui est sur le plateau et de la rejouer immédiatement en activant cette fois-ci le lieu qu'on va choisir. Et en plus, on va gagner 2 cartes de 2$. Et on a la mission d'intimidation qui va coûter 3 argents sales, qui va me permettre de placer directement un jeton de contrôle sur le plateau, sur un des quartiers de la ville. Et en plus, on va faire 2 cartes de 3$. Pour les missions bleues, on a seulement un modèle de carte, donc c'est Shakedown qui nous coûte une ressource de chaque sorte de marchandise illégale, donc un argent sale, une mitraillette et une bouteille d'alcool. Et on va pouvoir activer un emplacement sur le devant d'un commerce, donc les emplacements où on place nos hommes de main. On peut activer n'importe quel sur le plateau, même s'il y a un homme de main de placer sur la case. Et en plus de ça, on va gagner une carte de 5$. Les missions grises sont celles qui nous permettent de tuer les personnages de nos adversaires. Donc la mission à une mitraillette me permet d'enlever un homme de main sur le plateau d'un joueur et de le placer dans la rivière Hudson. Et en plus, on va gagner 3$. La mission qui coûte 2 mitraillettes va me permettre de tuer 2 figurines de 2 joueurs différents sur le plateau, de les placer dans la rivière Hudson et de gagner 2 cartes de 2$. Et finalement, le Car Bomb qui coûte 3 mitraillettes va me permettre de tuer toutes les figurines qui sont dans un des quartiers de la ville. Et en plus de ça, on va faire 2 cartes de 3$. Lorsque les effets des missions vont tuer des personnages, on va prendre les personnages qu'on vient de tuer, on va les coucher dans la rivière Hudson et les joueurs pourront les récupérer à la fin de l'acte. La 4e action qu'on peut faire dans notre tour de jeu, c'est de jouer des cartes d'alliés. On va pouvoir faire ça lorsqu'on va avoir acquis évidemment des cartes d'alliés. Donc à partir de l'acte 2, on peut avoir des cartes d'alliés dans notre main et on peut pouvoir les jouer à notre tour de jeu. Si on joue une carte d'allié, on va la placer sur la table et on va tout simplement gagner le bénéfice qui est indiqué sur l'allié. Ici, je gagnerai une carte de 2$. Si je joue cet allié, je pourrais aller placer une carte d'argent à l'intérieur de ma mallette. À la fin de l'acte, les alliés qu'on a joués vont revenir dans notre main et on va avoir l'opportunité de les conserver pour pouvoir les amener
à l'acte suivant. Certaines cartes d'alliés, lorsqu'on va les jouer, vont nous permettre de déplacer les différents personnages neutres. Donc on a le Union Boss, le maire ou le chef de police. Si on joue le Union Boss, on peut le placer sur un emplacement pour les hommes de main et effectuer l'action tout simplement et gagner le bénéfice. Si on a une carte qui nous permet de jouer le maire, on va le placer sur un des endroits pour les membres de la famille et on va exécuter toutes les actions derrière les commerces des quartiers adjacents à l'emplacement où on le place. Si on joue la carte du chef de police, on va pouvoir placer le chef de police dans un quartier et on va pouvoir déplacer un des personnages de notre adversaire sur un autre emplacement pour le libérer et notre adversaire ne gagnera pas les bénéfices de l'emplacement où on l'envoie. On passe ensuite à la troisième phase qui est la guerre de territoire. Donc on va se contrôler l'influence des différents quartiers de la ville de New York. Chacun des personnages qu'on a sur le plateau, que ce soit des hommes de main ou des membres de notre famille, vont nous donner des points d'influence pour essayer de gagner le contrôle des différents quartiers. Les hommes de main vont donner un point d'influence dans le quartier où ils sont placés, alors que les membres de notre famille vont donner un point d'influence à tous les quartiers qui sont adjacents à l'emplacement qu'ils sont sur le plateau. On va donc commencer par le premier quartier. On va regarder qui a le plus d'influence. Donc ici, le joueur mauve a 2 d'influence à cause de son nombre de main et de son membre de sa famille. Et le joueur jaune, un seul point d'influence. Donc le joueur mauve va venir placer un de ses jetons de contrôle sur le premier quartier. Donc il contrôle Wall Street. À ce moment-là, ça va lui permettre d'avoir des bonus si les autres joueurs vont venir faire des actions avec leurs hommes de main dans les prochains tours de jeu. Dans le quartier numéro 2, Brooklyn, on a une égalité, donc j'ai une influence pour le joueur jaune, une influence pour le joueur rouge. À ce moment-là, aucun joueur ne va venir placer un marqueur de contrôle dans ce quartier pour cet acte. On va continuer avec le quartier numéro 3 qui tomberait sous le contrôle du joueur vert, le quartier numéro 4 qui tomberait aussi sous le contrôle du joueur vert, le quartier numéro 5 qui va tomber sous le contrôle de notre joueur jaune. Le quartier numéro 6, le joueur mauve a 2 d'influence, le joueur rouge 1. Donc le joueur mauve va devenir le propriétaire. Et pour le quartier numéro 7, on a le joueur rouge qui a 2 d'influence, le joueur mauve 1 et le joueur jaune 1. C'est donc le joueur rouge qui va placer son jeton de contrôle dans le quartier numéro 7. Dans les manches ultérieures, on va refaire le contrôle des quartiers à chacun des actes et on va pouvoir placer des jetons par-dessus les jetons déjà placés. Donc on va toujours empiler les jetons de contrôle un par-dessus l'autre et celui qui est sur le dessus est celui qui contrôle le quartier. Même si on contrôle un quartier et qu'on le contrôle encore dans le deuxième acte, on va ajouter à ce moment-là un deuxième jeton par-dessus celui qu'on avait déjà placé. Et à la fin de la partie, celui qui est majoritaire dans chacun des quartiers, dans chacune des piles de jetons de contrôle, va marquer des points bonus. Les figurines neutres ne donnent pas d'influence à aucun joueur. Par contre, si on est à égalité dans un quartier, donc s'il y a une figurine neutre et que j'ai un point d'influence, je ne gagnerai pas de contrôle sur ce quartier-là, donc je n'ajouterai pas de marqueur car il y a une égalité avec une figurine neutre. La quatrième phase est la phase de pot de vin. C'est là qu'on va essayer d'engager des alliés. Les joueurs vont participer à une enchère cachée pour essayer de gagner les 3 cartes d'alliés ici qui sont disponibles dans notre partie à 4 joueurs. Les joueurs vont alors regarder l'argent qu'ils ont dans leur mallette et ils vont décider le montant qu'ils veulent miser. On pourrait miser une carte ou plusieurs cartes d'argent. On ne peut pas miser les cartes de mission complétées. Donc le joueur pourrait décider de miser 3 $. Donc il va placer sa mise dans le couvercle de sa mallette. Et en même temps, tous les joueurs vont révéler ce qu'ils ont misé. Et là, on va pouvoir voir qui a misé le plus. Donc j'ai 2 joueurs qui ont misé 1. J'ai un joueur qui a misé 2. Et ici, le joueur aurait misé 3. Donc ce joueur-là remporte l'enchère, il va défausser son argent, mais il aura le premier choix. Donc il va choisir, par exemple, le maire, qui est un allié très pratique. Ensuite, le deuxième joueur, celui qui a misé 2, va avoir le deuxième choix, va défausser son 2 $ et va décider de prendre ici l'adviseur de taxes qu'il va rajouter à sa main. Ensuite, le troisième joueur, on a une égalité. Donc ici, les 2 joueurs ont misé 1. Donc on va regarder qui est le plus près dans l'ordre de tour de jeu. Donc on pourrait dire que ce joueur-là est le premier joueur. Donc il va remporter l'égalité, qu'il va défausser son 1 $ et va gagner le troisième allié. Le quatrième joueur qui a misé et qui n'a obtenu aucun allié va conserver sa mise. Donc il va tout simplement remettre son argent dans sa mallette.
Et la cinquième phase de l'acte est la phase de don au parrain. Évidemment, c'est le fun de travailler pour le parrain, mais on doit toujours lui donner un certain montant de ce qu'on récolte. Alors, les joueurs pourront conserver un certain nombre de cartes qu'ils vont pouvoir apporter avec eux pour le prochain acte. Les joueurs vont alors reprendre en main les cartes d'alliés qu'ils viennent de gagner ou qu'ils ont joué pendant l'acte. On va ensuite vérifier sur l'acte le nombre de cartes qu'on peut conserver. Donc dans le premier acte, c'est 5 cartes maximum. Donc si mon joueur a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes, il devra donc en défausser 2 qu'il ne pourra pas apporter avec lui dans le prochain acte. S'il défausse son allié, l'allié sera retiré de la partie. On ne pourra plus l'avoir pour le reste de la partie. Alors je pourrais décider de défausser 2 billets de 1$ pour descendre ma main à 5 cartes. Donc, je fais les dons de ces 2 cartes-là au parrain et je peux procéder au prochain acte avec ma main de 5 cartes. À la fin de la cinquième phase, lorsque tout le monde a descendu sa main de carte à 5 cartes maximum, les joueurs vont pouvoir récupérer leurs figurines qui sont sur le plateau. Donc, les figurines qui sont sur les quartiers et les figurines qui sont dans la rivière, on les récupère aussi. S'il y a des personnages neutres, on va les retirer du plateau, les placer à côté. Par la suite, on va avancer Don Corleone au deuxième acte. On va ensuite gagner des nouveaux membres dans notre famille. Donc, chacun des joueurs va gagner un deuxième membre de famille qu'ils vont ajouter à leur réserve. On va par la suite remplir les emplacements qui sont libres dans les missions publiques. Donc ici, on a fait une des missions publiques, on va la remplacer par une nouvelle. On ne jette pas celles qui sont encore là. Et par la suite, on va prendre les alliés de l'acte 2. On va les mélanger et on va en placer le nombre requis. Donc ici, à 4 joueurs, on a toujours besoin de 3 alliés qu'on va pouvoir acheter à la fin de l'acte 2. Les autres sont retirés de la partie, donc les autres qui sont de l'acte 2. Et on est prêt à commencer en ramenant la voiture de police sur la première case et refaire la phase de construction. Et on recommence toutes les 5 phases de l'acte 2. Et la partie va se continuer, on va jouer l'acte 2, ensuite on va passer à l'acte 3, on va jouer l'acte 3, on va passer à l'acte 4, on va gagner les derniers membres de notre famille, on va jouer l'acte 4, et à la fin de l'acte 4, dans la phase de don du parrain, on va devoir descendre notre main de cartes à 2 cartes. Idéalement, on va prendre des cartes d'argent parce que exceptionnellement, dans la dernière acte, on va pouvoir, donc si je pourrais garder ces 2 cartes-là, on va pouvoir prendre les 2 cartes qui nous restent en main et les placer dans notre mallette avant de passer au décompte final. Premièrement, on va donner des bonus de points à la domination du contrôle d'influence dans les différents quartiers de la ville. Alors, en commençant par le premier quartier, on va regarder qui a la majorité dans les jetons de contrôle qui ont été placés pendant la partie. Donc ici, le joueur mauve est seul, il y a 3 jetons. Il va gagner un bonus de 5$. Dans le quartier 2, on a le jaune qui a 2 jetons et le mauve qui en a 1. Donc le jaune va gagner un bonus de 5$. Dans le quartier numéro 3, le vert va gagner un jeton de 5$. Dans le quartier numéro 4, c'est le rouge qui va gagner un bonus de 5$. Dans le quartier numéro 5, ce serait le joueur jaune. Dans le quartier numéro 6, on a une égalité. Et dans le quartier numéro 7 aussi, on a une triple égalité. Lorsqu'une égalité, personne ne va avoir de bonus pour le contrôle de ces quartiers. Les joueurs vont alors ouvrir leur mallette pour regarder le contenu. On va commencer par classer nos cartes en 2 catégories. Donc, on a nos cartes de mission et nos cartes d'argent qu'on a placées tout au long de la partie. On va regarder pour chaque couleur de mission. Donc, on va regarder dans les joueurs qui a fait le plus de missions bleues. Celui qui a la majorité des missions bleues va gagner un bonus de 5$. Celui qui a fait le plus de missions grises va gagner un bonus de 5$. On va dire que c'est notre joueur ici. Celui qui a fait le plus de missions vertes va aussi gagner un bonus de 5$. Et celui qui a fait le plus de missions jaunes va aussi gagner un bonus de 5$. Si jamais on a une égalité dans les nombres de missions qui ont été faites par les joueurs, donc si jamais on a 2 joueurs qui ont fait le même nombre de missions jaunes par exemple, les 2 joueurs vont se voir gagner le bonus pour les missions. Par la suite, on va additionner tout simplement notre argent et ça va être nos points. Donc, celui qui aura le plus d'argent sera le gagnant de la partie. Si jamais on a une égalité, c'est celui qui a fait le plus de points avec la domination des contrôles dans le quartier qui va gagner l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue au parrain, l'Empire de Don Corleone. Je vous reviens avec mon opinion personnelle.
Qu'est-ce que je pense du jeu Le Parrain et l'Empire de Corleone? Premièrement, on va commencer avec les côtés positifs. Le matériel dans ce jeu est assez hallucinant. Donc la qualité que vous avez, bon, vous avez des figurines qui représentent vos ouvriers, ce qui est assez rare dans les jeux de placement d'ouvriers. D'habitude, c'est des meeples ou des jetons en carton ou quoi que ce soit. Donc là, on a des figurines, on a des caisses en métal pour cacher notre argent. Donc c'est vraiment malade. Des jetons en plastique. Donc tout est de très très bonne qualité. On a des inserts à l'intérieur de la boîte pour tout bien ranger en place. Donc ça aussi, c'est vraiment cool, vraiment pratique. Donc tout est bien organisé à l'intérieur de la boîte. Donc ça, c'est vraiment un gros plus dans le jeu. Le symbolisme utilisé sur le plateau pour les différentes cases, les actions, tout ça, qu'est-ce qu'on gagne quand on va à une place, c'est très simple. Visuellement, les icônes sont assez grossis, donc on les voit très bien sur le plateau. Donc le jeu s'apprend quand même relativement bien pour ça. Il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs, il y a beaucoup de façons de déplacer les ouvriers des autres joueurs, de tuer les ouvriers des autres joueurs, de les mettre dans la rivière. Donc il y a beaucoup de in your face aussi. On peut faire défausser des cartes aux autres joueurs, on peut voler des cartes d'argent aux autres joueurs avec certaines missions. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments in your face. Tous ces éléments-là, je trouve, s'enclenchent très bien dans le thème du jeu. Donc on est allé avec Le Parrain, on a essayé de faire un hommage au film culte du même titre. Donc d'avoir du in your face dans un jeu où on est des membres de la mafia puis qu'on va tout le temps backstabber nos amis, ça vient nous chercher. Donc le thème se sent quand même très bien dans le jeu. Puis le fait que notre argent soit caché dans notre mallette, les joueurs ne savent pas trop combien de points on est rendu, combien d'argent il a mis. Lui, ça fait 3, 4, 5 piastres, des billets de 5 qu'il met dans sa mallette. Lui, il a pas mal d'argent. Ok, on va aller taper dessus. Donc, il y a un petit élément de bluff, on dirait, parce que vu que nos points sont cachés, c'est dur de savoir qui mène ou qui a le plus de points. Puis justement, on dirait que dans le jeu, des fois, on oublie ça. Puis on y va plus avec la rancune. Ah, tu m'as attaqué, tu m'as tué un de mes gars. Ok, je vais aller t'attaquer là. Mais dans le fond, c'est peut-être pas lui qui est en avance. Donc, je pense qu'on se laisse bien embarquer dans le thème de ce jeu-là par ses mécaniques de jeu. Fait que ça, je pense que c'est vraiment cool. J'ai été vraiment très surpris pour ça. J'adore aussi l'interaction entre le jeu de placement d'ouvriers et le contrôle de territoire. Donc, si on contrôle un quartier, là, quand les autres vont envoyer leurs hommes de main, on va aussi faire l'action en même temps. Donc là, pensez-y bien, si je m'en vais là, je vais donner cette action gratuitement là à tel joueur. Donc, ce contrôle-là est important. Ça peut donner aussi beaucoup de bonus de points en fin de partie. Donc, l'aspect contrôle de territoire est quand même là, même s'il est en background, si on veut, puis que la mécanique principale du jeu, ça reste quand même du placement d'ouvriers. C'est aussi vraiment cool la façon qu'ils ont fait les emplacements pour les hommes de main carrés qui activent un commerce. Puis les membres de la famille, eux autres qui ont beaucoup d'influence, qui vont faire des petites actions, mais sur une grande échelle, qui vont activer les actions derrière les commerces, mais qui vont activer 4 ou 5 actions des fois d'un seul coup. Fait que c'est vraiment le fun. Le fait d'avoir deux sortes d'ouvriers différents, deux sortes de placements, donc ça ajoute une petite saveur à un jeu de placement d'ouvriers quand même assez classique. Pour les côtés plus négatifs, ce que j'ai moins aimé dans le jeu, premièrement, c'est le visuel des cartes de mission. Donc, oui, le dos, c'est tout le même, que ce soit des cartes de mission, que ce soit des cartes d'argent, ça c'est correct, parce qu'on veut pas que les autres joueurs sachent qu'est-ce qu'on a dans notre main. Par contre, le visuel sur toutes les cartes de mission, c'est la même image qui est au verso, donc c'est l'image du parrain, c'est la même image qui est sur la boîte, qui est la même image qui est sur le verso des cartes, sur l'autre côté des cartes. Donc je pense qu'ils ont surutilisé cette image-là. Donc d'avoir des visuels différents pour les cartes de mission, ça aurait peut-être été agréable, parce que justement, quand on lit le livret d'instruction, ça présage un visuel vraiment superbe. On a plein d'images, d'exemples dans le livre d'instruction, des belles illustrations, tout ça. Mais on retrouve rien de ça sur les cartes quand on est en train de jouer. Donc toutes nos cartes missions ont la même image. Fait que je trouve que c'est de la paresse au niveau de la création artistique pour ce jeu-là. Il aurait pu prendre au moins la peine de faire plusieurs images différentes sur les cartes de mission. L'autre point, c'est que le jeu, oui, il y a des composantes extraordinaires, mais ça fait que pour un jeu de ce style-là, c'est un jeu qui est très coûteux. Donc c'est un jeu que la version française est autour de 125$. Je pense que la version anglaise est autour de 85-90$. Fait que ça vient quand même assez cher pour un jeu. Est-ce que c'était vraiment nécessaire d'avoir des figurines à l'intérieur de ce jeu-là?
Est-ce qu'on aurait pu avoir des petits standees avec des bases carrées, des bases rondes? Ça aurait fait autant l'affaire dans ce jeu-là, je pense, que c'était pas nécessaire d'aller ajouter des figurines. Ou on aurait pu faire une espèce de add-on, donc une version de base avec des standees ou peut-être des meeples en forme de mafieux, ça aurait pu être le fun aussi. Puis avoir une espèce de add-on ou d'extension avec les figurines pour ceux qui veulent avoir ça pour l'esthétique, pour augmenter leur expérience de jeu. Mais ça fait au final un jeu qui est très coûteux puis qu'on n'a pas vraiment l'option, on est obligé de l'acheter à ce prix-là. Donc je pense que ça va peut-être repousser certains clients de dire ok, ben là, un jeu de 125$, mais que c'est un jeu de placement d'ouvriers comme ça, qui est pas trop complexe, tout ça. Ben, ça fait un peu cher. Donc, faites attention. Assurez-vous que vous allez adorer ce jeu-là. Ça reste un jeu quand même qui est original là, dans ses mécaniques. Le parrain, je vais lui donner une note de B+. C'est un jeu, quand j'ai vu l'annonce sortir de ce jeu-là, j'étais comme un autre jeu de Simon, un autre jeu d'Eric Lang. Je sais pas, on dirait que ça sentait le réchauffer un peu. Puis finalement, quand j'ai joué, j'ai été vraiment agréablement surpris. Donc c'est un très bon jeu de placement d'ouvriers, qui a quand même des belles petites twists sur le genre, le fait qu'on ait des sortes d'ouvriers différents qui vont fonctionner différemment. Les hommes de main qui activent les bâtiments, les membres de la famille qui donnent l'influence, le contrôle de territoire qu'on se fait, l'évolution aussi de la ville, qu'on rajoute des nouveaux commerces de tour en tour, donc il y a plus d'actions qui sont disponibles. Les bâtiments rouges sont évidemment des actions plus puissantes, donc ça va devenir important de contrôler les quartiers où se retrouvent ces bâtiments-là. Fait que il y a quand même beaucoup de stratégies vraiment intéressantes, vraiment le fun pour l'interaction puis le in your face. Donc ça fait quand même un beau petit mélange de mécanique là, à l'intérieur du jeu du parrain. C'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur ce petit bonhomme ici en bas. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram ou Twitter à Professeur Board Game. Vous pouvez venir nous visiter sur notre site web passionboardgames.com. Vous pourrez aussi retrouver cette vidéo sur le site web jeudéclic.com. Et vous pouvez aussi nous supporter sur notre page Patreon. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.